Bienvenue à la semaine de la performance, donc un événement 100% digital organisé par Ellipse du 1er au 4 septembre. Donc durant ces 4 jours, 16 webinaires vous sont proposés sur différentes thématiques. Alors, nous allons voir ensemble dans ce webinaire les facteurs clés de pilotage de votre exploitation laitière à travers un témoignage d'éleveur. Alors, je vais me présenter, je suis Arnaud Frein, j'accompagne les agriculteurs dans leurs projets, dans leurs réflexions, dans leurs problématiques, en réalisant des études de faisabilité économique et de progrès. Je suis également pilote de la GTE d'Ellipse. Je vais être secondé pour ce webinaire par Loïc Kéméré qui va s'occuper du chat en ligne. Alors, pour ce webinaire, j'ai un invité, donc Stéphane Van Rupst, éleveur en Belgique, près de la frontière française. Donc, Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud et bonjour tout le monde. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pendant ce webinaire, tu vas nous livrer ta vision et ton expérience de la gestion au quotidien. Donc, nous aborderons ensemble quels critères technico-économiques à surveiller, les repères permettant d'identifier une certaine déviance au quotidien. Stéphane, tu vas nous présenter des décisions concrètes que tu as prises grâce au suivi de ces indicateurs. Tu nous parleras également des facteurs clés de succès du pilotage. Et pour conclure, on verra quelques outils simples et efficaces pour suivre vos indicateurs. Pendant 15 minutes, à la fin de ce webinaire, Stéphane répondra à vos questions que vous aurez déposées dans la rubrique questions en ligne à droite de votre écran. Et puis, vous avez également une rubrique qui s'appelle sondage, où vous pouvez déjà dès à présent y aller. Une question vous attend avec 4-5 réponses possibles. Voilà, vous pouvez le faire dès maintenant si vous le souhaitez. Alors, avant que Stéphane fasse une présentation de son exploitation, je vais prendre 2 minutes pour vous parler de l'intérêt de piloter à partir de baromètres et d'indicateurs technico-économiques, et notamment via les indicateurs de la GTE d'Ellipse. Alors, en tant qu'éleveur, mon intérêt, c'est d'être plus réactif. C'est de pouvoir adapter mes pratiques aux éléments contextuels et conjoncturels, c'est-à-dire le prix du lait qui peut varier, le prix du lait du moment, le prix des matières premières, soja, céréales, intrants. Donc, tout ce qui va me permettre de pouvoir réagir plus vite, qui va me permettre de prendre des décisions plus rapidement. Et donc, le temps, c'est de l'argent. Ça va me permettre également d'être plus efficace, permet d'avoir un regard direct entre les produits et les charges. De piloter à partir de baromètres technico-économiques, ça fait gagner en pertinence globale, permet de trouver une cohérence entre les différentes composantes du système de production et donc de permettre une meilleure adaptabilité au contexte. Au niveau de la GTE d'Ellipse, la marge sur coût alimentaire est l'élément pivot qui permet de prendre la température de l'efficacité économique de la période. Donc, elle va confronter deux notions, les produits, qualité, quantité, prix, et on va les confronter à une dépense alimentaire qu'on va engager sur la période, sur une même période. Alors, je vais avoir besoin également d'avoir une lecture un peu plus technico-économique avec plusieurs autres composantes essentielles au bon fonctionnement de mon atelier du moment. Donc, ces jauges, ces baromètres technico-économiques sont une conversion en euros de plusieurs indicateurs techniques. Alors, ces jauges, elles vont me permettre de mesurer l'impact économique de ma gestion de troupeau. Alors, c'est-à-dire l'impact économique, par exemple, du renouvellement, où je vais, à partir d'indicateurs techniques comme mon âge au vélage, mon nombre de femelles, mon taux de renouvellement, je vais pouvoir transformer ces indicateurs techniques en baromètres économiques. Pareil pour la reproduction, avec le nombre de vaches en lactation, la durée des lactations et également le taux de réussite. Alors, ces impacts économiques, il y en a également sur la santé, sur la maîtrise de la qualité du lait et sur l'efficacité alimentaire.
Donc, c'est bien la combinaison de l'ensemble de ces éléments qui vont me permettre d'avoir une vision un peu plus fine sur la rentabilité économique de mon exploitation et de la période. Donc, voilà pour mettre en préambule donc, toute cette notion. Stéphane, du coup, là, je vais te demander de te présenter un peu plus en détail. Je t'ai présenté très rapidement. Donc, de présenter toi, ton exploitation et un petit peu, voilà, comment vous fonctionnez chez vous. Bonjour à tous. On a une exploitation laitière sur la frontière française près des départements de l'Aisne, du Nord et des Ardennes, bien plus précis à Chimay. On est installé ici depuis 23 ans. Comme vous entendez mon accent, je viens du nord du pays, en cas jamais. C'est une exploitation laitière qui est passée il y a 20 ans d'ici de 500 000 litres à 3,5 millions de litres aujourd'hui. Au fil des années, avec les expériences et les astuces qu'on a vécues avec l'agrandissement, c'est des sujets qu'on va parler tout à l'heure, qui nous a aidé énormément pour le développement. Aujourd'hui, le jour, les vaches ils sont en production de plus ou moins 34 litres. Une évolution qu'on a fait surtout par une amélioration alimentaire et fertilité. L'objectif de l'exploitation aujourd'hui, c'est d'atteindre plus ou moins les 320 vaches laitières. Comme ça, on sait saturer tous les bâtiments et tous les équipements et les surfaces fourragères et main-d'œuvre de l'exploitation. Aujourd'hui, on va dire on est plus ou moins à 90-95% de l'efficacité. Les génisses, aujourd'hui, le jour, il y a 250 génisses sur l'exploitation, un âge au premier village de 23 mois. Et le but, c'est de descendre le nombre de génisses vers 65% de l'effectif laitier. Aujourd'hui, le jour, il y a 35% des vaches qui sont les vaches multipares qui sont inséminées avec des croisements industriels. Les villages sont étalés sur toute l'année pour une meilleure gestion de niches à veau, respecter les protocoles de l'élevage et de conduite, étaler le travail et optimaliser le main-d'œuvre salariale du coup. Autrement, l'exploitation est sur une surface totale de 178 hectares et on a pas mal d'achats de concentrés parce que les 178 hectares sont, il y a des prairies naturelles dedans, il y a des prairies de fauche, il y a du maïs et des betteraves fourragères. Depuis 3 ans, on travaille sur les betteraves fourragères surtout. Ok, merci Stéphane. Alors j'avais 2-3 petites questions, petites précisions à te demander, notamment au niveau de ta laiterie. Comment ça se passe pour commercialiser ton lait, toi qui est en Belgique? En Belgique, il y a des laiteries privées et des laiteries coopératives. Nous, on livre notre lait à une laiterie coopérative et tant qu'on est coopérateur, il n'y a pas de plafond de collecte de lait. C'est-à-dire, si demain on produit 10% de plus, il faut qu'on prenne 10% de part en plus dans la laiterie, il n'y a pas de plafond. D'accord, donc ce qui explique un petit peu, là, tu nous parlais tout à l'heure que tu étais en phase d'augmentation, d'accroissement, ce qui explique que là, en ce moment, tu es en train d'augmenter la taille de ton exploitation légèrement, oui. Ok. Et sur quels critères tu définis? Alors, tu nous as parlé autour de l'objectif d'atteindre 300 vaches. Alors, pourquoi 300 vaches que tu te fixes comme objectif? Ben, il y a plus ou moins 280 logettes dans l'étape des vaches laitières. 280 places plus plus ou moins 5 à 10% de surcharge possible parce que le bâtiment
est construit avec des très larges couloirs, beaucoup d'espace et des autres bâtiments prévus pour les vaches taries. Du coup, plus ou moins 300 vaches en lactation plus l'état. D'accord. Et puis, c'est ce que tu me disais, hein, c'est le point pivot que tu trouves par rapport à une bonne optimisation de ta main-d'œuvre salariale et puis par rapport au stock fourrager que tu as sur ton exploitation. Tout à fait. On est dans une région assez extensive. Du coup, l'achat de fourrage est faisable sans achat de terrain pour optimaliser les bâtiments et pas devoir avoir accès à X hectares en plus de fourrage en propre. Ce qui explique que tu es sur quasiment 3 500 000 vendus sur 180 hectares. Donc, ouais, ça fait un niveau de lait par hectare assez important, même très, très élevé. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, à partir de quels indicateurs technico-économiques tu pilotes ton exploitation? Chez nous, c'est devenu un point clé, c'est tout ce qui est autour de la fertilité et alimentation. Je pense que c'est pour la plupart des éleveurs le cas. Mais on a fortement approfondi ce sujet-là depuis quelques années avec un résultat quand même payant, on va dire. Ça se fait à base de plusieurs groupes de travail. Un groupe de travail autour le vétérinaire qui s'occupe de l'alimentation, le vétérinaire qui s'occupe de la fertilité et après, à côté de ça, la comptabilité gestion. Et tous ces paramètres sont regroupés pour avoir des chiffres clés pour adapter notre gestion quotidienne. D'accord, donc tu te fais accompagner par différents organismes et celui qui va te générer donc des tableaux de bord, celui qui va te permettre de pouvoir suivre et piloter au quotidien, c'est quel organisme? En fait, c'est un organisme privé qui est situé au nord du pays, qui s'appelle l'IBA. Et en fait, c'est un bureau d'études qui met en disposition une plateforme de calcul, aussi bien économique qu'alimentation économique, un mélange de tout, mais qui ne donne pas de conseils. Ils mettent à disposition une manière de calcul et avec cela, on va vers le nutritionniste ou vers la véto-fertilité ou autre suivi pour se taper sur le doigt à nous ou autre pour améliorer les chiffres. D'accord, très bien. Et donc, si j'ai bien compris, c'est une plateforme web en fait où tu vas pouvoir saisir toi les données, tes données donc d'élevage, qui vont ensuite transformer, retranscrits en tableau de bord, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et D'accord. on peut utiliser ça à propre façon, une fois par jour, 50 fois par jour ou une fois par mois. C'est la discipline de l'éleveur qui gère, on va dire, l'économie. D'accord. Alors, en ce qui concerne du temps de saisie, tu peux nous donner tu as des repères sur le temps que ça te demande, toi, pour saisir au quotidien, donc ces indicateurs repro ou également sur l'alimentation? Ben, le saisie repro, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire encoder les chaleurs, encoder les inséminations, le vélage et tout ce qui va avec. Ça prend plus ou moins une quart d'heure à 20 minutes par jour. Et la plateforme web autour de l'économie et l'alimentation, ça prend plus ou moins 20 minutes à une demi-heure à chaque fois qu'on fait notre calcul économique autour de l'alimentation avec les baromètres que vous avez sur l'écran. D'accord. Alors, donc, comme dit Stéphane, vous allez pouvoir regarder un petit peu quelques visuels à l'écran, hein. Donc, alors pour certains, c'est des tableaux, des jauges qui sont encore en néerlandais. D'autres, on les a retranscrits avec Stéphane. Donc, le premier que vous voyez, voilà, c'est des jauges hein, qui va te permettre, Stéphane, de pouvoir voir si tu es dans le vert ou dans le rouge et donc t'adapter, modifier en fonction, c'est ça? Tout à fait, tout à fait.
Il y a pour chaque région peut-être différent. Les baromètres sont peut-être vers un autre stade que nous on utilise. Par exemple, le premier au-dessus à gauche, c'est le bénéfice alimentaire. Le deuxième à gauche, c'est la production laitière. On voit par exemple là, il est extrêmement vert. Par contre, le dernier sur la gauche, c'est l'achat des aliments. Là, je suis un peu dans le rouge. Ça veut dire que ça achète un peu trop cher mes aliments, par exemple. Et ça donne un vue globale en direct. Alors, on va pouvoir le voir sur le graphique d'après, mais juste avant, j'ai une petite question. Comment déterminer si tu es dans le vert ou dans le rouge? C'est qui va définir donc ces repères du CARINF ou du CARSUP? Comment ça se passe? En fait, il y a plus ou moins 300-400 éleveurs qui s'inscrivent dans ce site et qui participent au calcul économique. Du coup, il y a une moyenne de tous les participants. Et à côté de ça, il y a le résultat des meilleurs 25 de chaque performance. Et du coup, on a chaque fois un indicateur où on se trouve plus ou moins dans l'ensemble. D'accord, donc ces jauges sont en direct en fonction des comparaisons du groupe sur lequel tu vas être comparé. Donc 300 à 400 éleveurs, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Okay. Et ça pourrait avoir accès, ça nous coûte 100 € par an. C'est 2 fois rien, c'est seulement avoir la discipline de rentrer les données. De rentrer les données. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du tableau qui suit? Donc, justement, hein, c'était en néerlandais, donc on l'a retranscrit, on l'a traduit. Hein, donc, merci à Google Trad. Alors, du coup, on voit dans ce tableau, il y a donc l'ensemble des types de nourriture qui composent ta ration. Donc, les quantités, ça va être la deuxième colonne. Troisième, c'est le coût réel. Donc, c'est ton coût à toi qui est comparé à un coût moyen standard. Qu'est-ce que c'est que ce coût moyen standard, Stéphane? Mais là, de nouveau, c'est le coût des 300-400 éleveurs qui est rentré. Par exemple, ce qui est flagrant, par exemple, c'est le concentré unique ou les matières premières, comme on peut dire autrement. Moi, je donne par exemple plus de matières premières que la moyenne. Par contre, la moyenne, elle donne beaucoup plus de concentrés composés par les firmes d'aliments. Ça, c'est par exemple une comparaison de deux colonnes. En total, mon coût réel elle est plus haut que la moyenne. On voit ici, on est à 4,5 comparé à 4,07. Par contre, mon efficacité alimentaire est plus haut. Alors, on peut regarder sur la diapo d'après. Ouais. C'est ça. Sur la diapo d'après, on voit en fait que tu as investi un peu plus dans le coût de la ration, donc 4,50 €. Alors, il y a certaines matières premières qui te coûtent un peu plus cher. Mais au final, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'investissement dans cette dépense te permet de faire plus de haies via donc cette efficacité alimentaire qui est 1,54. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et à ce moment-là, le tableau, il nous refait un recalcul. Si par exemple, on aurait une efficacité qui est en moyenne de 1,45, on aurait une perte de 63 000 €. D'accord. Alors, j'ai la nécessité dans mon exploitation d'avoir une efficacité alimentaire haute pour justifier mes achats chers. D'accord. Pour trouver cette cohérence dans les achats et dans le système, parce que tu es un peu limité en surface. Et donc, malgré le fait que tu as un niveau de saturation sur les surfaces fourragères, malgré tout, en comparaison par rapport au groupe, redimensionné par rapport à la taille de ton troupeau, tu as une plus-value de plus de 60 000 € le fait d'avoir une bonne efficacité économique. Oui, oui. Et quasiment de 30 000 € par rapport au CARSUP des 400 éleveurs de ton groupe. Oui. Donc, c'est une très belle performance. Mais c'est une obligation aussi. C'est devenu une obligation par l'intensification de l'exploitation. Et là, en principe, avec les chiffres, ça se prouve. Il y a une preuve que c'est dans la bonne direction.
Donc, si je comprends bien, l'obligation d'être efficace, donc d'où l'intérêt de suivre ces baromètres comme le lait sur le feu, j'ai envie de dire, pour vraiment pouvoir réagir au plus vite si jamais il y a des petites déviances. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer à quelques indicateurs sur la reproduction. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes, quelques minutes sur ces tableaux? Mais c'est lié avec le tableau avant. On a besoin, pour avoir une efficacité alimentaire haute, on a besoin des vaches en début de lactation. C'est-à-dire des vaches qui sont à 300 jours de lactation, ils ont une efficacité alimentaire de 1,1, 1,3. Et en début, les premiers 100 jours, ils sont plutôt à 1,6 ou au-dessus. Alors, comme on a besoin d'une efficacité haute, on a aussi en même temps ciblé l'intervalle vélage qui doit être nettement raccourci. D'accord. Donc, c'est ce que l'on voit à l'écran là en ce moment, où tu as des objectifs de fixer et on voit que tu les as largement atteints pour la grosse majorité. Oui, mais ce n'était pas le cas jusqu'il y a quelques années. Du coup, le fait de travailler et savoir ces chiffres, on a su quels étaient les points les plus faibles sur l'exploitation qu'on a dû améliorer avec les résultats qui ont suivi. Alors, on va y revenir tout à l'heure, hein, justement, sur ce que tu as mis en place. Du coup, si je comprends bien, chez toi, là, l'intérêt d'avoir des vaches qui soient en pic, le plus possible de vaches en pic de lactation pour avoir le plus de lait vendu, hein. C'est ça qui va se traduire en termes d'efficacité sur la notion de reproduction. C'est ça, Stéphane? Tout à fait, tout à fait. En plus, une vache qui est en début de lactation est souvent en meilleure santé. C'est-à-dire, quand on a des vaches qui sont tous un intervalle vélage court, ça veut dire qu'il y a peu d'excès, pas des vaches qui sont à 500 jours intervalle vélage qui vont s'engraisser. Une vache qui s'engraisse donne des problèmes aux lactations suivantes. Exactement. Et comme on est en plus dans une ration unique pour toutes les vaches, on a l'importance d'avoir un intervalle vélage groupé et court. D'accord. Alors, pour donner quelques repères à nos agriculteurs qui nous suivent, chez Stéphane, 50 litres, on gagne 50 litres de moyenne au niveau des tables par jour moyen de lactation gagné. Donc, d'être à 300, tu es à 376 par rapport à 385. Donc, 10 jours, 15 jours, ça va te faire gagner environ 750 kilos de lait par vache, soit dans ton exploitation 225 000 litres de lait sur tes 300 vaches par an. Et si on traduit ça en marge brute en plus, c'est quasiment 40 000 euros que tu gagnes le fait de réussir à gagner en temps sur tes lactations. Tout à fait. Et même dans notre exploitation, même plus, car on n'était pas à 385, mais à au-dessus de 400 jours intervalle vélage. Du coup, c'était encore plus flagrant. Mais comparé à la moyenne, oui, on a gagné les 15 jours et ça se sent vraiment dans le portefeuille. D'accord, très bien, ravi de l'entendre. Alors, comment ça se passe au quotidien pour disposer de ces données? Donc, toi, au niveau de ton exploitation, par rapport à tes salariés, comment ça se passe? En fait, comme les données sont saisies au quotidien, plus un contrôle de gestation tous les 4 semaines, il y a des tableaux qui sont exposés, qui savent voir toutes les vaches qui sont nécessaires à analyser pendant la traite ou pendant la journée. À disposition pour tous les salariés. Tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Et ils ont aussi accès dans les programmes, pas tous les fiches, mais là, certaines fiches qui sont en disposition pour tout le monde. Oui. D'accord, et notamment avec les différents protocoles qui ont été mis en place par les vétérinaires spécialisés que tu nous as parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, est-ce que tu fais partie de groupes de développement, d'un collectif d'éleveurs, toi, pour pouvoir avancer, pour échanger sur tes résultats? Oui, et ça aide beaucoup, surtout pour pas se mentir à soi-même. Je ne sais pas comment on vous explique ça, mais
faut pas faire beau les chiffres, c'est la réalité qui compte. Et ça a aidé beaucoup de travailler avec des autres éleveurs. C'est-à-dire, on est membre du groupe EDF France et Belge. Et là, on a carrément la comptabilité gestion qui est remise en chiffres comparables pour tout le monde. Et on a beau dire, oh, ça, là je travaille bien, mais si le chiffre dit le contraire, on fait un pas en arrière pour voir la réalité. Et la même chose on fait avec un groupe de comptabilité ici en Belgique. Et là, tous les trimestres, on se met autour de la table, les chiffres noir sur blanc sur la table. Et là, on discute autour le travail quotidien. On discute autour des achats alimentaires, autour l'assolement des terrains, les erreurs que l'un a fait au contraire, pour vraiment avancer dans la gestion journalière. Alors, tu nous parles de groupe de comptabilité, hein, tu veux dire que c'est le groupe LIBA, hein, c'est celui qui te fournit les indicateurs technico-économiques, voilà, que tu nous as présenté tout à l'heure. Donc, c'est un groupe de combien d'éleveurs à peu près, et vous voyez sur quelle fréquence? Ben, il y a plus ou moins 500 membres dans le groupe LIBA, mais on a des groupes, des ateliers de travail de plus ou moins 10 à 12 élevages, plus ou moins similaires, mais pas tout à fait dans la même région. On est plus ou moins à 150 km d'écart de l'un de l'autre, le plus loin. Ah oui, en effet, ouais. Mais la plupart des élevages sont au-dessus d'1 million de litres. Alors, on sait comparer plus ou moins la manière de travailler. Plus on a les mêmes soucis de discussion autour de tout ce qui est salarié ou achat fourrage. Tout ce qui va concerner donc l'exploitation globale. Alors justement, ça m'amène une question, pardon. Quelle décision toi, tu peux nous donner comme exemple que tu aurais pris à partir donc du pilotage de ces indicateurs? Tu aurais un exemple à nous donner? Ouais, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est un des plus frappants qu'on a eu sur l'exploitation. C'était par exemple l'intervalle village. Il y a quelques années d'ici, on était plus ou moins autour de 410-415 jours et on trouvait ça correct parce que, oui, entre 10 000 litres, tout ce qui est au-dessus de 8 000 litres, c'est justifié de passer les 400 jours, c'est normal. Non, c'est pas normal. Quand on voit la différence économique que ça peut nous apporter de diminuer ça vers en dessous des 385 jours, le calcul était fait il y a 2 minutes d'ici sur l'écran. Fois 300 vaches ou fois 3 millions de litres, ça fait un budget énorme annuel. C'était juste pour 10-15 jours. Donc là, tu nous parles de 400-410 jours. Donc c'est encore plus. Donc on va pouvoir en revenir. Mais où est-ce que alors comment tu as mis ça en place et puis qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place en fait? Mais avant cela, on a eu les erreurs d'agrandissement, c'est-à-dire on a passé de 80 vaches à 100 vaches, à 120 vaches et ensuite, et on pensait toujours que c'était gérable par 1, 2, 3 personnes. Mais au fil du temps, on était dépassé par le travail. Une fois qu'on dépasse les 150 vaches, ça commence à être très compliqué à gérer ça par 1 ou 2 personnes. Et tout ce qui est fertilité était en train de déraper. Du coup, on a installé des podomètres pour les vaches. C'est un des exemples qui était le plus rentable sur l'exploitation. Et on a installé ça il y a 3-4 ans d'ici, avec le résultat qui nous est connu, par exemple. Alors, l'objectif de ces podomètres, tu peux nous en quelques secondes, en quelques mots, c'était quoi? C'était de gagner du temps? Mais surtout le temps de détecter la chaleur, ça c'est un des points les plus importants naturellement, mais un podomètre ne fait pas que ça. Un podomètre, il détecte aussi des batteries par exemple, une vache qui est moins mobile que d'habitude.
Une vache malade, la même chose, elle est moins active que normal. Et aussi, par exemple, une vache qui était censée être pleine, qui perd l'embryon, qui perd le veau. C'est ça l'importance d'avoir des podomètres se trouve à tous les vaches et pas seulement aux vaches qui sont en cible d'être en chaleur. Donc, pas que sur la partie reproduction, si je comprends bien. Donc, l'objectif, c'était de te faire gagner du temps et gagner en réactivité. Donc, ça t'a permis d'avoir une aide à la détection des chaleurs, mais également des avortements, hein, comme tu nous as dit, des vaches malades et des vaches boiteuses. En termes de coûts, donc là, on voit à l'écran, ça t'a coûté environ 50 000 euros. Dans les détails, tu me disais que tu avais un investissement qui concernait tout ce qui était les portes de tri, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le podomètre, on se voit même avec le programme, ça dépend les ventes de la firme. Autour de 100 euros par vache. Autour de 100 euros par vache. Et à ça, on a ajouté plus ou moins 20 000 euros pour les portes de tri qui fonctionnent automatiquement et on fait seulement les inséminations le matin. Du coup, les portes de tri fonctionnent que le matin en automatique et le soir en manuel si on a besoin d'une vache assez pleine. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait gagner en fait le fait de piloter à partir de ces baromètres? Est-ce que tu pourrais être à des notions de prix justement, du retour sur investissement par rapport à ce que tu viens de nous citer? Ben, on a fait le calcul léger tout à l'heure avec les 15 jours d'amélioration. Chez nous, ça a plutôt fait 30 jours d'amélioration dans notre exploitation. 30 jours, ça faisait plus de pics de lactation surtout parce que perdre 30 jours de fin de lactation et les retrouver au début de lactation, ça nous a fait gagner presque 5 litres par vache par jour. Fois le nombre de vaches, ça faisait presque un petit 500 000 litres de lait qu'on a gagné sur les 3 ans de temps sans autre grand changement. Avec le même effectif de vaches, d'accord. Ouais. Et donc, ces 500 000 litres de lait, tu nous disais, ouais, en termes de rentabilité, tu étais proche des 100 000 euros de BE supplémentaires que ça t'a permis de générer. Donc, du coup, c'est vite, voilà, le calcul est vite fait, quoi, hein. 50 000 euros d'investissement, 100 000 euros de BE sur un an, rentabilisé sur 6 mois. On hésite, le collègue hésite plus vite d'acheter ça que d'un tracteur, mais je pense que le calcul est plus vite fait économique ici que d'achat d'un tracteur. Ça paraît évident. Du coup, à part l'aspect financier, Stéphane, qu'est-ce que ça t'a fait gagner en termes de, voilà, au quotidien, au niveau du travail, le fait de gagner du temps et d'avoir gagné en réactivité? Ben, ça donne plus une souplesse de travail aussi. On est moins stressé parce que financièrement, ça tourne déjà mieux aussi l'exploitation. Et du coup, parce que financièrement, on a créé un peu de réserve, on a plutôt engagé un demi-salarié en plus, c'est-à-dire un temps plein en plus, mais comme il y avait plus de vaches, c'est plus ou moins l'équivalent d'un demi qui est en réserve tout de suite. Et ça a créé pour nous plus de temps libre pour faire ces hobbies qu'on n'avait pas le temps pour préalable, on va dire. D'accord. Et donc, tu me disais justement, c'est de faire du vélo ton plaisir. Et donc, tu vas régulièrement. Et donc, aujourd'hui, tu as plus la possibilité de pouvoir te donner du temps pour faire du vélo. Oui, c'est pas seulement mieux pour l'économie, mais mieux pour la santé aussi de faire un peu de sport. Et je sors 2-3 fois par semaine le vélo. Oui. Ça fait du bien. Ok, très bien. Il nous reste environ 10 minutes. On va pouvoir regarder donc les questions qui ont été déposées en ligne et on va pouvoir y répondre. Alors, Stéphane, sur les questions, j'en vois une de Valérie. Valérie Marin, qui pose une question. Ce site donc, que tu nous parlais, l'IBA, s'adresse uniquement aux éleveurs bovins laits? On va dire à 85%, oui.
Il y a des ateliers qui ont du lait et des cultures ou du lait et viande, mais à la base, c'est presque tous des éleveurs laitiers. D'accord. Donc, bovin. Une autre question donc, de René Fournier. Alors, comment s'appelle l'organisme privé permettant donc, le calcul économique? Alors, donc, on l'a dit, c'était l'IBA. Je pense que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'IBA et d'où ça vient? Mais j'ai jamais travaillé avec vous autres, mais je pense qu'il y a plus ou moins similaire dans vos bureaux aussi. En fait, c'est quelques ingénieurs agronomes qui, il y a 30 ans d'ici, qui se sont mis ensemble qui ont vu l'importance des calculs économiques sur les exploitations et qui ont fait plein de calculs autour, qui font un calcul de faisabilité pour certains investissements. Si par exemple un éleveur veut passer de 100 à 200 vaches, mais qu'il doit faire pour cela 1 million d'euros d'investissement, est-ce qu'avec les chiffres techniques qu'il a aujourd'hui, ça va aller, ça va pas aller et du coup, il a un dossier scellé pour aller à la banque pour demander 100 millions justement. Pour gagner en crédibilité, quoi. Oui. Donc, il n'y a pas d'accompagnement, en fait, mais il y a un suivi quand même de proposer pour les éleveurs, les 400 éleveurs qui sont adhérents à l'IBA. Hein. Oui, tout à fait. Ils préparent votre dossier, mais ce n'est pas eux qui vont avec votre dossier à la banque. C'est vraiment l'aide à l'exploitation. D'accord, ils vous forment, ils vous poussent à être autonome et être indépendant, donc avec vos résultats. Une autre question donc de Christian Veillot. Stéphane, est-ce que tu utilises des semences sexées? Non, plus. Il y a quelques années, jusqu'à 10-15 ans d'ici, on a utilisé pas mal de doses sexées. Il y a des pour et il y a des contre. Nos résultats fertilité sont assez positifs, c'est-à-dire on est à 50% femelle, 50% mâle. Si je dois commencer avec les sexés, on doit commencer avec des sexés sur les croisements industriels aussi pour avoir des mâles. Voilà. Là, je n'ai pas encore fait mes calculs économiques si c'est rentable ou pas, un pas à la fois. D'accord. Et sachant que tu nous disais que là, tu as un nombre de femelles qui est assez important, mais tu n'es pas encore tout à fait en rythme de croisière et l'objectif, c'est de baisser. Donc, la question d'avoir des femelles ne se pose pas vraiment chez toi. Non, non, parce qu'il y a X années d'ici, on a vendu pas mal de génisses. C'est pas quelque chose rentable pour une exploitation d'élever pendant 2 ans des bêtes qui te coûte, on a vu dans la comptabilité de gestion, ça nous coûte en réel 1400-1500 euros pour une génisse, pour la vente après à 1350 euros, et juste pour avoir le plaisir d'avoir beaucoup de bêtes. Non. Et sans compter la main-d'œuvre, tout ça, et le temps de travail. Ouais. Sachant que beaucoup de main-d'œuvre comme en salariat chez toi. Hein. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, une autre question de Sophie Fougère. En diminuant l'IVV, donc l'intervalle vélage-vélage, comment tu gères chez toi le tarissement et notamment sur les vaches qui sont encore très productives? Oui, c'est un problème qu'on a du coup réalisé aussi et c'est une bonne question. Et pour cela, on a été voir nos collègues danoises ou danois qui ont des très hautes productions depuis longtemps. Et 2 semaines avant le réel tarissement, les vaches qui doivent être taries sont séparées et qui sont traitées 1 fois par 2 à 3 jours. D'accord. Et pour vraiment descendre les productions qui sont souvent déjà encore à 30-35 litres pour les faire chuter en dessous les 20 litres. Et après un tarissement de plus ou moins 7 semaines. 7 à 8 semaines, ouais. D'accord, 7 à 8 semaines. Et donc, du coup, c'est assez efficace pour vraiment faire couper en lait les vaches. L'importance, quand on les traite 1 fois par 2-3 jours, c'est vraiment les écarter au plus loin de la salle de traite, qu'ils n'ont plus en contact avec les vaches en lactation et qu'ils n'entendent pas la salle de traite.
Ok. Alors, je vais te poser, moi, la dernière question. Alors, n'hésitez pas, autrement, donc vous, agriculteurs, chez vous, si vous avez des questions, alors, vous pouvez les poser en ligne. On n'aura peut-être pas forcément le temps d'y répondre, mais avec Stéphane, on y répondra par mail, voilà, après le webinaire. Moi, Stéphane, j'ai envie de te poser une dernière petite question. Donc, tu nous as présenté donc tes données, ta façon de faire, mais quel conseil, quel message important tu voudrais donner aux agriculteurs qui sont chez eux en train de t'écouter cet après-midi, pardon. Quelle idée forte tu aimerais que nous gardions en tête lorsque nous allons nous déconnecter de ce webinaire? Ben, très important, c'est de savoir tous ces chiffres. Avec des chiffres réels, on va très loin. Et quand il y a quelque chose qui va bien, on peut être fier, mais il ne faut pas se cacher non plus quand il y a quelque chose qui va mal. Et avec cela, on peut franchement discuter avec certains collègues ou avec votre entourage. Ça ne sert à rien de se cacher autour. Et quand on sait avancer, les euros ils suivent facilement après. Il y a un bon entourage chez tout le monde. C'est le fait quand l'entourage a de bons chiffres, on sait qu'avancer. D'accord. D'accord. Donc, du coup, en conclusion, donc, si je comprends bien tout ce que tu nous as dit, Stéphane, il est important donc d'avoir des données, hein, des indicateurs pour piloter au quotidien donc son exploitation. Alors, pour cela, il faut avoir des données, donc soit les saisir, soit les récupérer via donc son robot, ça le traite connecté ou autre, hein, et d'avoir donc un outil de réception pratique simple à utiliser, d'avoir des graphiques clairs qui vont pouvoir permettre de se comparer à des groupes techniques, hein. C'est ce que tu nous as dit, Stéphane, d'avoir des alertes automatiques et puis de pouvoir mesurer les impacts économiques. Alors, nous, chez Ellipse, nous avons donc créé justement la GTE Breeder, donc avec nos éleveurs, hein, pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs envies, hein, de suivi et d'indicateurs. Et donc, la saisie est réalisée par l'éleveur et ils vont pouvoir recevoir des tableaux de bord pour justement, comme toi, piloter leur exploitation. Donc, avec ce genre d'outils, l'intérêt est de pouvoir suivre ces alertes et de pouvoir agir vite. Et comme tu nous as dit, c'était très important. Et le temps, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps, c'est de l'argent. Parce que ça permet de pouvoir s'adapter, corriger une ration, modifier certains protocoles techniques et puis également revoir des lots, notamment de mise à la reproduction. Donc la présentation touche à sa fin. Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ouvert les portes connectées de ton exploitation, de nous avoir également partagé ta vision de la manière de gérer, de piloter une exploitation laitière aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Au plaisir. Merci pour votre participation nombreuse. Donc, vous allez recevoir prochainement donc, un lien avec le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, si vous souhaitez avoir une démonstration de la GTE lait breeder d'Ellipse. Donc, voilà, vous pouvez nous envoyer un mail donc, à l'adresse qui figure ou vous pouvez m'appeler à mon numéro qui figure donc, sur cet écran. Je vous dis à une prochaine et merci encore pour votre participation. Au revoir. Au revoir.